Bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle émission de l'heure du dev. Comme d'habitude, on va parler de techno, on va parler dev et bien entendu de code. Alors, une émission de rentrée assez chargée, donc avec toutes les actualités, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. On va parler aussi bien évidemment de carrière, de profil, avec Rachel, qui travaille dans une toute petite compagnie qui s'appelle IBM France, et vous verrez un petit peu son quotidien et elle nous raconte son parcours. La session de live coding qui va être consacrée un petit peu au build, au run, au deploy, avec du Knative, avec du Cube, avec du Docker, avec de l'IBM Code Engine. Et vous verrez qu'en quelques minutes, effectivement, on part du code, on le build, on le déploie, tout ça en serverless. Donc ça, ce sera avec Françoise. Et une petite surprise aussi à la fin, mais ça, vous le verrez après le générique de fin. Bonne émission à tout le monde et bon code. Qui dit 14 septembre dit nouvelle version de l'OpenJDK. Et oui, c'est le 14 septembre que la version 17, donc qui est une version long term support, donc support long, qui vient de sortir. Donc c'est une version, alors somme toute relativement mineure, parce qu'il y a peu de choses qui ont été dévoilées, pas mal de versions en preview et en incubateur features. Donc ça, je vous laisse le découvrir. Pas mal de choses au niveau du Mac, support de l'Apple M1 qui est maintenant officiel, et retrait définitif d'OpenGL sur Mac parce que on supporte Apple Metal, qui est la partie graphique du système. Donc OpenJDK disponible depuis le 14 septembre dans tous les bons PC et fournisseurs de cloud. Un juste petit conseil, n'oubliez pas de bien lire les notes de version parce qu'il y a pas mal de choses qui changent. Si vous êtes de version LTS à version LTS, n'oubliez pas de prendre en compte les versions intermédiaires, parce qu'il y a des petits changements qui se sont faits entre-temps. Comme vous le savez, on parle beaucoup d'ordinateur quantique, de programmation quantique, de sécurité post-quantique, etc., etc. Donc on sent que le quantique est là. IBM est bien entendu très actif au niveau de la programmation quantique, de l'informatique quantique. Alors pas mal de choses aussi qui sont annoncées, qui vont être annoncées dans les prochains mois et dans les prochaines années. IBM a annoncé l'ambition dans les 2-3 prochaines années de sortir un ordinateur quantique à 1000 qubits. Alors si vous connaissez un petit peu la structure des processeurs quantiques et des ordinateurs quantiques, vous savez d'ores et déjà que bâtir un ordinateur de 1000 qubits, c'est ambitieux. Donc, encore un petit peu de patience, mais c'est très prometteur pour le futur. Autre nouveauté aussi au niveau quantique, au niveau IBM toujours, c'est Qiskit qui va être agrémenté de nouvelles fonctions et de nouvelles améliorations. Donc, on est toujours dans le développement et dans le support des processeurs et des algos quantiques. Donc, Qiskit qui va pas mal évoluer d'ici fin 2021. Autre nouveauté, si vous êtes amateur de fenêtres de Windows, évidemment l'incontournable Microsoft Windows, donc c'est la version 11 qui sort début octobre. Nouvelle interface, optimisation noyau, et c'est vrai que le noyau a l'air un petit peu plus rapide que la version précédente. Nouvelle interface donc, qui rappelle étrangement ce que l'on connaît déjà côté iOS, côté Google Android, que ce soit le flat design côté Apple ou le maternal design côté Google. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on souhaite la bienvenue au nouveau dock Windows qui ressemble étrangement au dock de macOS. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous laisse juger. Autre nouveauté aussi, Android 12 qui va pas tarder à sortir. Donc là, on est côté Google, donc avec de nouvelles évolutions au niveau API. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à lire les blogs officiels de la partie Android et notamment les Android API pour tout ce qui est système et programmation et nouveautés API et notamment côté de la recherche parce qu'il y a de nouvelles API de search qui vont arriver avec la version 12 d'Android. Côté programmation, côté IDE, on a une nouvelle version très intéressante de Visual Studio Code qui est sortie il y a quelques semaines. Alors, une de mes nouveautés préférées, c'est la détection automatique du langage que vous utilisez. Donc, quand vous aurez effectivement un nouveau fichier
texte dans l'éditeur de code de VS Code, en fait, l'éditeur va automatiquement reconnaître le type de langage que vous allez mettre en œuvre. L'intérêt est très simple, c'est que si vous n'avez pas installé les plugins de ce langage dans le Visual Studio Code, en fait, le système, l'IDE, va automatiquement le reconnaître et vous proposer de les installer. Et ça, c'est très très pratique. Donc là, franchement, une fonction très intéressante qui, j'espère, pourra arriver très prochainement dans d'autres environnements, parce que c'est franchement hyper pratique. Autre annonce, c'est l'incontournable index TIOB. Alors TIOB, c'est la popularité dans les moteurs de recherche, des recherches, des langages par les développeurs. Alors, plus ou moins fiable, ça c'est une autre question. Alors ce que l'on peut dire, c'est que C++ est talonné par Python, et oui, Python est désormais deuxième, il prend la place de Java, donc un beau tiercé dans le désordre ou gagnant, ça c'est à voir. Et on soupçonne que Python va pouvoir détrôner le langage C dans quelques mois ou dans quelques semaines, donc à suivre, hein. C'est un débat palpitant et une course palpitante si ça vous intéresse bien évidemment. Autre nouveauté aussi que l'on peut vous montrer, c'est du matériel, donc c'est cette petite carte. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un ESP32, hein, donc c'est un MCU absolument classique, hein, c'est de l'expressive, hein, donc très bon microcontrôleur, donc c'est un ESP32, Bluetooth, Wi-Fi par défaut, stockage interne. Alors là, c'est une version un petit peu particulière, donc c'est un ESP VGA, en fait un ESP32. Et ce qui peut étonner, c'est les deux ports qui sont là, en fait, c'est des ports PS2, donc clavier et souris, hein, donc si vous connaissez un petit peu votre histoire de la micro-informatique, vous savez que le PS2 est né chez IBM en 87. Une version de ESP très intéressante, qui s'utilise avec la librairie FabGL, hein, donc qui est codée par un développeur italien. Alors, l'intérêt est très clair, c'est qu'on peut faire de l'émulation d'IBM PC directement sur le MCU, donc avec la sortie effectivement VGA et le port clavier et souris. Alors, en dehors de ça, c'est vrai que l'usage, il est pas très clair. Le seul intérêt éventuel, c'est que vous pouvez coder vos GPIO directement en QBasic, donc le fameux Quick Basic de Microsoft. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez le tenter. Donc, ce sont des cartes qu'on trouve à partir de 10-12 $, sans aucun problème. Donc, si vous voulez tester, je vous invite à le faire. Autre annonce qui a été faite il y a quelques mois par IBM, c'est une gravure des semi-conducteurs en 2 nanomètres. Et c'est une tendance vraiment très forte aujourd'hui que l'on voit dans les microprocesseurs, dans les composants, c'est la finesse de gravure. Alors aujourd'hui, effectivement, on est plutôt dans une gravure 7-5 nanos. D'ici 2025, on sera à 2 nanos. Alors, le gros intérêt, et ça, les chercheurs d'IBM l'ont bien noté, c'est quoi? C'est réduire la consommation, effectivement, parce que plus on optimise la gravure et moins on consomme, et surtout, on améliore considérablement aussi les performances. Alors, le 2 nanos, ça reste effectivement un défi, et d'ailleurs, IBM a prévenu qu'il faudra au moins 3-4 ans pour pouvoir avoir les bons outils industriels pour produire massivement ce type de composants. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le 2 nano se répand aujourd'hui chez les principaux fondeurs de semi-conducteurs, et c'est vraiment une sorte de course qui est entamée maintenant. Certains annoncent des gravures en 2 nano dès 2023. Intel l'annonce peut-être pour 2024 ou 2025, et IBM aux alentours de 2025. Donc ce sera effectivement une course à suivre dans les prochaines semaines. Pour finir ce tour de l'actualité, alors 2 anniversaires, donc déjà le Commodore VIC-20 qui est sorti en début 81. Alors si vous ne connaissez pas vos classiques de la micro-informatique, le Commodore VIC-20, donc c'est le prédécesseur du C64 et c'est surtout le premier micro-ordinateur à être vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et ça a été un vrai succès malgré une machine, on ne va pas dire mal conçue, mais en tout cas très faible au niveau ressources, parce qu'on ne disposait que de 5K de mémoire. Voilà. Donc 5K, je vous laisse imaginer, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à X gigas de mémoire, même dans un smartphone. L'autre gros événement, quand même, c'est les 40 ans de l'IBM PC, donc l'IBM PC modèle 5150,
qui est né effectivement en août 81, et le projet a été mené en moins d'1 an, en fait, dans les locaux de Boca Raton, par une toute petite équipe de 12 personnes. Donc, c'est la naissance de la microinformatique d'entreprise, et effectivement, IBM a su initier ce qu'allait devenir la microinformatique, aussi bien d'entreprise et grand public, avec ce fameux PC. Voilà, en tout cas, un bon anniversaire, et 40 ans, comme on le sait tous, c'est l'âge de raison. En tout cas, on l'espère tous. On poursuit cette émission, donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel. Rachel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je te remercie d'être là avec nous. Alors, quand on a préparé un petit peu cette émission, ce qui était très intéressant, c'est que tu es développeuse depuis maintenant plus de 20 ans, dans une très grosse entreprise qui s'appelle IBM, je pense que tout le monde connaît quand même aujourd'hui. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est ton parcours. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours des origines jusqu'à maintenant ? Alors, j'ai pas commencé à travailler à IBM dès le début. J'ai commencé à travailler en 98. Et au départ, c'était dans une start-up INRIA de l'époque qui s'appelait iLog. Donc moi, j'ai fait un doctorat en informatique à l'INRIA sur Grenoble. Et je suis venue sur Paris et ça semblait assez logique de continuer avec l'INRIA. Et c'est comme ça que j'ai eu les contacts et je suis finalement arrivée chez iLog. Donc j'ai tout de suite commencé par faire du développement logiciel en R&D, d'abord en C++, et ensuite au fil du temps, dès la première version de .NET, je me suis retrouvée embarquée sur faire un proof of concept sur qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de produits sur .NET, et du coup je me suis retrouvée à faire du .NET après jusqu'à 2009 en fait. Où j'ai alterné des équipes de dev, j'ai fait aussi de la qualité, mais vraiment surtout du dev. Et après, en 2009, donc, iLog a été racheté par IBM. Et donc, moi, j'étais plus sur l'offre Microsoft avec .NET, et c'était un petit peu moins tendance de faire du Microsoft chez IBM. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai basculé sur du Java. Et ensuite, j'ai fait à peu près, pareil, une dizaine d'années sur du Java. Et c'est récemment, il y a un peu moins de 2 ans, où j'ai basculé sur du Node.js avec du JavaScript. D'accord. Alors, effectivement, on comprend bien que dans une grande entreprise comme IBM, tu changes de techno, tu changes de groupe aussi, et d'équipe. Quels sont pour toi les grands défis qui peuvent se présenter? Parce que tu as connu donc 3 grandes technos, enfin 4 même maintenant. Ça se passe comment? On te propose des postes, c'est toi qui es force de proposition, d'évolution, ou c'est vraiment une négociation entre les deux parties? Il y a un peu des deux en fait. Moi, j'aime bien changer, apprendre des nouvelles choses. Donc même sur ma période .NET et sur ma période Java, qui était quand même relativement longue, moi j'ai changé de poste à peu près tous les 2-3 ans. Et par contre, il y a des gens qui n'ont jamais changé d'équipe, qui sont toujours sur la même techno, qui vont se spécialiser sur de la base de données par exemple, et ils font toujours des bases de données SQL, alors que maintenant il y a aussi d'autres choses que les bases de données purement SQL. Mais c'est possible d'avoir les deux profils en fait et les deux parcours très différents. Et moi, il y a eu les deux cas. Il y a eu des cas où les postes étaient ouverts, donc j'ai basculé. Et il y a eu des cas où j'ai même inventé mon propre poste, où je suis allée négocier. J'ai dit, on pourrait faire ça, ça manque, etc. Et du coup, on a créé le poste qui n'existait pas. Alors, tu nous disais aussi, effectivement en préparation, que donc, tu es dans l'informatique depuis 20 ans et tu es toujours resté dev en fait. Oui. Alors ça peut paraître très bizarre parce qu'on se dit qu'un dev, au bout de, je sais pas, 5 ans, il bascule, il passe sur du management. Et alors c'est peut-être plus vrai sur les gens qui font du consulting. Moi, je suis toujours restée en R&D. J'ai toujours fait du software, du développement logiciel. Et donc, dans ce contexte-là, il y a vraiment 2 échelles. On peut progresser sur l'échelle technique et l'échelle du management, et on ne nous oblige pas à basculer sur l'échelle du management. Donc il y a vraiment des postes de tout niveau, et il y a des gens qui vont faire toute leur carrière sur une échelle technique. Donc au départ, là je suis plus senior développeur, je suis aussi tech lead, ça dépend les projets, et du coup je me retrouve à gérer
des gens qui vont faire un certain nombre de tâches et je ne les gère pas d'un point de vue management, plus en mode gestion de projet du coup. Mais du coup, on peut effectivement, dans le contexte du développement de logiciels, rester vraiment sur l'échelle technique et continuer à mettre tout le temps les mains dans le cambouis et faire du code. Quoi. Et je présume que l'un des intérêts aussi d'être dans une grande boîte comme la tienne, c'est de découvrir tout le temps de nouvelles choses, c'est de changer, c'est les nouveaux défis, c'est les projets, les technos qui émergent. Est-ce que tu aimes dans ce métier-là ? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, j'ai changé régulièrement d'équipe ou de produit. Et on a aussi du temps qui est alloué pour faire des proof of concept, se former sur des nouvelles technologies qu'on ne va pas forcément utiliser au quotidien. On essaie parfois d'en réinjecter. Moi, j'avais fait un proof of concept sur Spark, par exemple. Je ne l'ai toujours pas utilisé. J'en ai profité pour monter en compétence sur les biais dans l'IA. Donc, ça, j'en ai fait une présentation à Devox. Donc, on peut ou pas arriver à capitaliser sur ce qu'on a fait. Parfois, en réinjecter aussi dans les produits, mais pas toujours. Mais du coup, on arrive à trouver un peu de temps pour faire des choses en parallèle aussi de notre quotidien. Est-ce que le plus dur, c'est de rester passionné par ce qu'on fait et de s'intéresser à ce qui se passe autour de soi, parce que je présume qu'on a tendance à rester focusé sur la techno qu'on connaît et qu'on a peut-être un petit peu de mal à sortir de son spectre habituel. Oui, c'est la tendance qu'on a tous. Il y en a qui recherchent vraiment ça. Ils ont besoin de maîtriser à fond la technologie qu'ils utilisent et de capitaliser vraiment sur les années. T'en as qui aiment bien un peu bouger en largeur et couvrir un peu tout. Moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses. C'est vrai que c'est quand même rassurant aussi d'être expert dans ton domaine et quand tu bascules sur un nouveau truc du jour au lendemain, c'est pas forcément évident. Et surtout, si tu as la pression pour livrer quelque chose dans une nouvelle techno, c'est pas toujours simple. Après, on nous oblige pas, c'est vraiment plus un choix quelque part de rester sur ta stack que tu connais bien ou décider de faire autre chose. D'accord. Et c'est difficile de s'imposer en tant que développeuse, que dev, dans une grosse entreprise comme ça, où ça se fait très naturellement? Alors, il y a vraiment de la prise de décision dans les deux sens. Comme moi, je suis sur du développement logiciel, il y a des gens qui sont vraiment en contact avec les clients, qui étudient le marché, qui vont dire les grandes directions du produit. Après, quand tu es développeur, on dit toujours c'est toi qui as le clavier. Donc, quelque part, on garde ce pouvoir-là. Donc, on ne nous impose pas les choix de techno. On va nous demander de faire certaines choses, donc on va les implémenter, mais ça ne va pas jusqu'au niveau des technos. Donc là, on est très libre. Et après, c'est arrivé aussi que nous, on ait une idée d'une fonctionnalité qui pourrait être super utile et qui ne vient pas justement de l'extérieur et où on arrive à la pousser aussi et à la planifier nous-mêmes et on reste aussi maître de ça et on a ce qu'on appelle la tech dev aussi, qu'on maîtrise et on peut nous-mêmes décider on a du temps alloué pour faire ça, de rajouter des choses qui ne sont pas prévues en fait. D'accord. Et quel est un petit peu ton quotidien? Est-ce que tu as un exemple d'une journée type ou d'un projet type que tu pourrais décrire en quelques mots? Alors, du quotidien, déjà, il y a le daily scrum. Donc, nous, c'est plutôt en début de journée, mais ça dépend en fonction des équipes. Donc, on commence par ça, où tout le monde va dire ce qu'il a fait la veille, s'il est bloqué, ce qu'il compte faire dans la journée. Donc, c'est vraiment un moment d'échange qui est important, et encore plus maintenant, avec le Covid et le fait que les gens se sont retrouvés pendant longtemps isolés chez eux. Donc il y a ça, et après, ça va dépendre des journées. Il y a toujours un moment où on va développer une feature.
Si c'est en amont du développement de la feature, il va y avoir des réunions avec le design aussi pour se mettre d'accord sur comment on va faire les différentes parties de l'interface. Après, évidemment, du testing. On a des interactions aussi avec des gens qui vont s'occuper de tout ce qui est message et documentation technique. Donc, tout ce qui apparaît sur l'écran sous forme textuelle. Donc là aussi, on a des interactions avec ces gens-là. Et nous, on va intégrer les messages. Et après, on fonctionne aussi. En général, on a toujours de la revue de code à faire aussi. Parce la règle du jeu, c'est un peu... tu implémentes une tâche, tu replies ton code... Et en attendant, avant de prendre une autre tâche, tu dois reviewer le code de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est un échange comme ça entre développeurs. Donc, et après, une fois que le code est replié, en général, il y a des allers-retours, des changements à faire. Logique. Avant et après, voilà. Donc, ça ressemble à ça, en fait. Après, il y a des moments un peu de rush sur les périodes de livraison. Où là, on va tous... mettre la main à la pâte et vraiment faire du testing intensif, y compris du testing manuel. Parce que c'est pas dans toutes les équipes où il y a vraiment des gens dédiés à la qualité. Donc du coup, on fait un peu tout en tant que dev. À la fois, on fait le dev et à la fois, on va faire la partie qualité aussi. Mais ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. C'est vraiment de toucher à tous les aspects. Parce qu'effectivement, un bon dev, pour moi, il doit être aussi, je dirais pas un bon testeur, mais en tout cas, il doit connaître les rudiments du test. Oui, et après, dans notre équipe aussi, on va nous-mêmes faire tout ce qui est Dockerfile et pour faire en sorte de livrer notre code sous forme d'image Docker. D'accord. Donc en fait, tu descends presque au niveau Ops, quoi, en fait. Pratiquement. Presque. Après, on a vraiment une équipe qui va se charger du build complet, l'interaction, et qui va faire ce qu'on appelle l'opérateur Kubernetes pour déployer tout ça et agencer tous les composants ensemble. D'accord. Ça, c'est vraiment une équipe mais différente, mais chaque équipe de dev, effectivement, va produire des Dockerfiles et donc mettre en place du build pour les Docker images. D'accord. Alors, c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, maintenant, on parle beaucoup de la place de la femme dans les métiers de l'IT, et notamment dans le développement. Quel est un petit peu ton point de vue par rapport à ça, toi qui es quand même dans le métier depuis 20 ans, est-ce que tu as vu des évolutions en bien, en moins bien? Alors, des évolutions, j'en ai surtout vu récemment. Déjà, moi, j'ai fait en gros à peu près 10 ans avant IBM. Et là, j'étais toujours dans des équipes de dev où pendant cette dizaine d'années, j'ai changé d'équipe, j'étais toujours la seule femme. Voilà, il y avait d'autres femmes avec qui j'interagissais, mais elles étaient dans les équipes de qualité ou éventuellement au support, à la hotline pour les logiciels. Elles étaient au design, elles étaient à la documentation technique, mais personne en dev, quoi. Et moi, je m'étais jamais trop posé de questions. Je m'étais juste dit, voilà, moi, ça me branche, les autres, ça les branche pas. J'étais pas allée plus loin que ça. Et c'est vraiment au moment du passage à IBM où là, il y a énormément de réseaux internes. Il y a de l'évangélisation, il y a toute une partie diversité où vraiment ils font des gros efforts pour essayer de recruter plus de femmes, ce qui n'était pas le cas dans mon entreprise avant, c'était pas un souci particulier. Là, il y a vraiment des efforts qui sont faits. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, je me suis retrouvée à me poser des questions, notamment au niveau du dev, et à me demander pourquoi finalement, moi, ça m'a plu, les autres, ça leur plaît pas, c'est quoi les freins, etc. Et donc, du coup, depuis quelques années, je suis vraiment engagée dans des démarches pour essayer de recruter plus de femmes au dev. Et je m'implique aussi au niveau de mes différentes équipes. Donc, j'ai réussi à faire recruter plusieurs femmes. Et on fait pas mal d'événements. On va faire des meet-up. On en a fait un cette année avec 42, par exemple. On essaie de casser un peu le stéréotype du métier, essayer de faire changer les choses, parce que c'est un métier qui est vraiment intéressant, qui est vraiment créatif. Et il y a encore cette image du geek qui est assez lourde.
et qui freine pas mal les femmes en fait. Et, donc du coup, voilà, je suis pas mal engagée là-dedans pour essayer de faire changer les choses. On poursuit cette nouvelle émission. Donc, comme vous le savez tous, donc, dans l'heure du day, qu'est-ce qu'on fait? On fait du code. Et pour cette session de live coding, j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, tu es software engineer chez IBM France. Ouais. Donc, je présume que tu fais du code au quotidien. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Plutôt du DevOps, mais ouais. D'accord. Donc, tu vas nous parler du code du déploiement. Donc, on va parler de pas mal de techno en 25-30 minutes. Donc, de cas natifs, de cube, de déploiement, de CI/CD, un petit peu de DevOps parce qu'il faut en parler. Ouais. D'IBM Code Engine. Donc, tu nous diras un petit peu ce que c'est. Ouais. Et évidemment de Quarkus. Donc Quarkus, vous savez maintenant absolument par cœur ce que c'est parce que ça avait été le sujet d'une de nos précédentes émissions. Je vous laisse donc avec entre les mains et les lignes de code de Françoise. Donc je te laisse la main pour 20, 25, 30 minutes. Hein, voilà, donc. Ça marche. Ok. À toi de jouer. Ok. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'un déploiement d'une app Quarkus sur IBM Cloud Code Engine. Je vais le faire en 3 étapes, du coup, téléchargement et build du code Quarkus, build du container Docker qui va embarquer en fait l'exécutable native de Quarkus, et enfin le déploiement sur IBM Cloud Code Engine. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, j'ai l'impression que Quarkus c'est bien maîtrisé. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ok. En gros. Ok. Alors du coup, côté Code Engine, c'est une plateforme serverless du coup hébergée sur IBM Cloud. Et c'est une implémentation de Knative. Donc ça va en fait, c'est un projet open source qui donne en fait les standards de tout ce qui est serverless sur Kubernetes. Donc ça a l'avantage en fait de pouvoir déployer des containers sur ce cluster sans avoir à le configurer, l'installer, le maintenir, ce qui est assez lourd d'un point de vue DevOps. Donc c'est ça l'avantage. Tu nous rappelles juste en 2-3 mots ce qu'est le serverless exactement? Alors, le serverless, du coup, c'est un peu comme les microservices, mais l'avantage, c'est de pouvoir en fait déployer sans avoir à s'inquiéter de tout ce qui est couche basse en fait. Donc, tout ce qui est réseau, stockage, déploiement, etc. Tout ça, c'est laissé en fait chez le fournisseur cloud. Et c'est plus basé sur des triggers et des événements. Oui, tout à fait. C'est ça. Ok. Je me tais et je te laisse la parole. D'accord, ça marche. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Alors, pour faire ça, on va aller sur quarkus.io. Du coup, bon, rapidement quand même, juste supersonique. On qualifie Quarkus de supersonique parce que les apps Quarkus peuvent démarrer jusqu'à 300 fois plus vite qu'une app traditionnelle Java, et subatomique parce que ça peut consommer jusqu'à 10 fois moins de mémoire. On a une différence de JVM derrière? Alors oui, du coup, en fait, il y a 2 choix avec Quarkus. Donc il y a le hotspot JVM donc qui est plutôt just-in-time compiler, et du coup le GraalVM qui va nous permettre de builder des apps native, donc des exécutables qui ne sont plus du coup du bytecode Java, mais vraiment du binaire pour les machines target en fait. Donc moi je suis sur Mac par exemple, ça va faire du binaire pour Mac. Et si vous êtes sur Linux, pareil, et ça marche sur Windows aussi. Incroyable. Incroyable. Ok, alors pour commencer, donc assez simple au niveau des prérequis, on a du coup un IDE pour faire le code. Il vous faut une distribution JDK supérieure à 11, donc n'importe quelle distribution, et optionnellement GraalVM pour builder du code native. Je vais vous expliquer pourquoi c'est optionnel plus tard dans ma démo. Et le 3e prérequis, du coup, c'est avoir un outil de build tel que Apache Maven en version 3.8.1+, ou Gradle, donc ces 2 outils qui sont très connus des développeurs Java et Android. Donc, mais par contre, petite parenthèse, c'est pas forcément utile d'avoir Maven ou Gradle parce que dans le template que je vais vous télécharger et vous montrer comment faire, il y a un wrapper Maven en fait qui permet du coup de pas avoir à faire l'install. Et côté IDE, on peut utiliser ce qu'on veut. Oui, ce qu'on veut, ouais. D'accord. T'as une préférence toi? Vim, non je rigole. non. Alors moi du coup, plutôt IntelliJ, mais là pour que ce soit plus simple et plus léger, je vais utiliser Visual Code Studio. D'accord. Alors, du coup, on va aller sur codequarkus.io, qui est un générateur de templates. Donc, vous voyez, là, il y a pas mal de librairies, en fait. Bon, peut-être que la personne précédente a déjà fait la démo, mais
Juste rapidement, il y a les librairies les plus connues de Java. Donc, par exemple, il y a Spring Boot si vous avez besoin. On va faire là pour la démo quelque chose de super simple parce que c'est pas le but de montrer Quarkus, mais on va utiliser REST-Easy pour faire une REST API toute simple. Donc, on voit que c'est coché et on va générer notre application. Téléchargeons le zip. Je vais l'ouvrir, le dézipper et je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors, pendant que Françoise fait la plomberie, je rappelle que dans VS et dans VS Code, hein, il vous suffit d'installer les plugins Java et on code en Java sans aucun problème, pareil en C++, en Python, etc. etc. Tout à fait. Donc rapidement, juste pour montrer l'arborescence du projet, donc c'est le fameux wrapper Maven dont je parlais tout à l'heure et il y a l'équivalent aussi Windows. Pour montrer rapidement le code source qui est extrêmement simple, dans greetingresource.java. Du coup, on a un endpoint hello qui va implémenter une méthode get et qui va envoyer REST-Easy si jamais on accède à ce endpoint. Alors, on va le compiler. Donc, c'est du grand classique, rien de... Tout à fait, ouais. Alors, on va faire un maven compile, Quarkus, parce que c'est une Quarkus, et on va le démarrer en mode debug. Et on va le laisser démarrer tranquillement. Ça va être assez rapide. Je vais ouvrir du coup mon browser et accéder du coup à l'application. Voilà. Et on voit que ça a démarré en 1 seconde 7, ce qui est assez rapide. Et si jamais j'accède à la méthode hello, au endpoint hello, on nous renvoie REST-Easy, comme prévu. Et fonctionnalité plutôt sympa. Donc si jamais j'update mon code, on a hello du dev, par exemple, je sauvegarde et je relance. Et on voit que ça nous répond automatiquement hello du dev très rapidement. Donc là, on a le live reloading en fait, de Quarkus qui s'est fait du coup là par exemple en 0,34 secondes, ce qui est super rapide. En fait, ça vient du fait qu'on ne redémarre pas la JVM. En fait, la JVM reste activée. Et on reload juste en fait le class loader et on redémarre l'application. Et c'est du coup, ça répond seulement quand on fait une requête et on voit à quel point c'est rapide. Oui, donc je rappelle, pour tous ceux qui sont habitués effectivement au langage non compilé, non natif, hein, au démarrage c'est toujours un petit peu plus long parce qu'on démarre tous les services et quand on fait un reload derrière ou sinon un autre reload, si vous êtes en .NET 5 ou 6, effectivement on va plus vite parce qu'on a moins de choses à charger. Tout à fait, ouais. Et honnêtement, à l'époque, j'avais fait un petit peu de J2E et je trouvais que c'était un vrai pachyderme. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Non, mais c'est tout à fait ça, hein, ouais, et ça s'était bien amélioré avec Spring Boot, mais là, je trouve que c'est une vraie claque avec Quarkus, donc c'est ça qui est fou. Donc, d'où son intérêt. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors, du coup, on a compilé, on a vu que c'était OK, donc je vais vous proposer de builder l'application. Pour l'instant, on va faire un jar. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, on va utiliser plutôt le compiler, le just-in-time compiler. Et on va générer notre petit jar. Ah, on voit qu'il y a une erreur. Je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Big failure. Alors, on voit que ça a lancé le test et il s'attendait à hello REST-Easy et pas hello du dev. Donc, on va juste changer le test. Vous avez vu à quel point c'était rapide. Et ça prouve qu'on est bien en live. Ouais, c'est ça. Hop, je vais le relancer. Non, c'est assez rapide pour le jar. Ça va prendre quelques secondes. Voilà, 8 secondes. Et donc, ça nous a généré un petit jar qu'on va pouvoir tester tout de suite. Alors, c'est dans Target. Quarkus app, Quarkus run.jar. Hop, du coup, ça a démarré. Bon, du coup, j'étais déjà dessus, mais si je reviens sur l'écran d'accueil et que je tape sur le endpoint hello, on a bien hello du dev. Donc voilà, c'est super. Mais bon, qu'est-ce que ça change? Donc là, ce qui va être sympa, c'est de builder du coup vraiment avec GraalVM, du coup qui va générer non plus du coup du bytecode Java, mais du code binaire. Donc là, en l'occurrence, je suis sur Mac, donc ça va générer un exécutable Mac. Mais bon, j'ai GraalVM sur ma machine, mais disons que je n'ai pas GraalVM. Il y a une option qui est plutôt sympa, c'est du coup Quarkus Native, je crois. Je
je vais regarder. Hop, container build égale true. Et là, en fait, ce que ça va faire, du coup, ça va pouler une image Docker avec Quarkus et GraalVM et ça va vous générer, du coup, un exécutable non pas avec le binaire de la machine target, mais un exécutable vraiment Linux qui, lui, sera optimisé, en fait, pour tout ce qui est container Docker. D'accord. Qu'est-ce qu'il ça me dit? Could not find package. Désolé, n'importe quoi. Bon, bah, du coup, Docker, les containers Docker sont des processus isolés, packagés avec leur propre runtime. Donc, on s'abstrait de tout ce qui est OS. Et pour générer du coup, ces conteneurs, on utilise des templates qui s'appellent des Docker images. Et ces images-là, on va les construire en fait avec des Docker files. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, bon, bah là, je vais vous le montrer le temps que ça se build. Et l'un des intérêts, c'est que tu n'embarques pas ton host OS. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. Et c'est pour ça que du coup, je vais pouvoir embarquer mon exécutable Linux que je suis en train de générer plutôt que un exécutable Mac autre. Alors, sur notre Dockerfile, ce qu'on voit du coup, c'est un pool de l'image UBI, Universal Base Image, du coup, qui est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une image du coup Linux qui est optimisée pour les containers. C'est une version particulière de Pincoin de Linux, non? Je sais pas, en fait, elle évolue très vite, donc je pense que ça vaut le coup d'aller voir sur peut-être le projet et de voir l'image par an encore. Alors, du coup, on crée donc dans ce Dockerfile, on crée le folder work. On lui change ses droits d'exécution et on change le ownership du folder pour ne plus être sous root, mais sur l'user default, sinon ce serait un défaut de sécurité. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle que dans les images Docker, le root il est activé par défaut. Oui, c'est ça, par défaut. Ouais. Et si on laisse ça, on a des sacrés problèmes de sécurité. Ouais. Donc, n'oubliez jamais de désactiver le root avant de mettre en prod, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors, du coup, on copie notre exécutable Linux qu'on a généré maintenant en 2 minutes dans notre folder work et on va exposer le port 8080 et on change bien sûr le user en user autre que root. Et on lance l'application. Donc voilà, et on va du coup pouvoir faire notre Docker build en lui passant ce Dockerfile native. Alors, je vais l'expliquer tout à l'heure. On va le taguer du coup avec le nom de mon repo ftit sur Docker Hub et on va appeler heure du dev. Hop. Alors, oui, je vais tout builder. Voilà. Et tac, tac, tac. Petite parenthèse. Oh, ça s'est fait vite, ok. Alors là, je vous montre un autre Dockerfile en .jvm plutôt qu'en .native. Et du coup, la différence, c'est que là, au lieu d'embarquer le binaire que je viens de faire, ça va embarquer le jar en fait qu'on a généré juste avant en fait avec Maven package tout court. Et du coup, pour pouvoir runner ce jar, il nous faut tout notre JRE en fait. Donc c'est pour ça que ce Dockerfile.jvm va embarquer tout le JRE. Et je vais vous montrer du coup les deux images. Oups, Docker Images. Donc on voit là, c'est l'image que je viens de créer, ftiter du dev, ça prend 144 MB. Alors que là, donc l'image que j'avais générée avant avec dockerfile.jvm, on voit qu'elle prend 382 MB. Donc d'où l'intérêt d'avoir plutôt un exécutable Linux plutôt qu'un jar embarqué. Donc on a notre image. Je vais plutôt pusher du coup l'image avec l'exécutable Linux. Hop, on va le pusher sur Docker Hub. Bon, je me suis logué avant, je vous ai sauté cette étape. On va le voir du coup. Je vais le mettre sur le côté. Je vais aller sur Docker Hub. Engine, ça nous permet, ça a un freeware jusqu'à un certain point, donc on voit les limites sur l'écran. Et on voit que du coup, tout ce qui est coût est indexé en fait sur la mémoire, la CPU et le nombre de requêtes. Donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un footprint très très léger en termes de timing, et, enfin en termes de temps et en termes de ressources en fait. Oui, en fait, c'est vraiment une approche très classique dans le cloud. Tout à fait, ouais. Donc, on va voir dans Code Engine. Je vais créer un projet. Donc, malheureusement, on n'a pas de data center français, mais un data center en Allemagne sera très suffisant. On aura des bonnes perfs. Sauf si on a un réseau pourri.
Je vais le mettre dans le resource group default. Et pendant que ça se crée, du coup, je vais targeter du coup le groupe où est mon projet. Donc on voit ça s'est créé assez rapidement. On voit mon projet. Alors, du coup il faut que je me log. Hop. Alors ça prend un peu plus de temps parce que j'ai un SSO plutôt qu'un compte classique. Regardez pas mon mot de passe. Hop. Là, je vais targeter mon compte de démo. Et là, du coup, je vais pouvoir targeter mon groupe default. Voilà. Je vais pouvoir fermer cette page. Alors, j'ai targeté mon groupe. Je vais sélectionner maintenant le projet que je viens de créer. Hop. Et je l'ai appelé heure du dev. C'est vrai que comme ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est une question d'habitude, en fait, c'est tout. Oui, tout à fait. Après, c'est la même chose sur n'importe quel fournisseur cloud. Enfin, je crois qu'il y avait une personne qui avait fait une démo sur Google Cloud. Oui, tout à fait. Je pense targeter aussi les groupes. Ça c'est absolument pareil. C'est ça. Voilà. Et que l'on passe soit par un portail ou même effectivement en CLI, oui, tout à fait. On tape les mêmes commandes. C'est ça. Alors, on va créer notre application. Du coup, on va lui donner... On va faire un create. Ah oui, et CE, du coup, j'ai peut-être pas dit. Donc, IBM Cloud, c'est CLI pour accéder au cloud IBM. CE, c'est le plugin Code Engine. Et après, bon, c'est des mots-clés classiques. Donc là, je vais créer une application. Je vais lui donner un nom. Par exemple, MyApp. Et là, on va lui passer en paramètre, du coup, le nom de l'image qu'on a pushée sur Docker Hub. Donc, j'ai appelé ça heure du dev, je crois aussi, pareil. Je suis pas très original. Voilà. Vous voyez, ça a réagi là, et on voit qu'il est en train de provisionner l'application. Hop, je vais le mettre en plein écran pour que ça tourne. Ouais, et ça, c'est fait vraiment automatiquement, ça. Ouais, c'était assez rapide. Donc là, on voit qu'il est en train de le provisionner, et voilà, c'est déjà prêt. Donc si maintenant on accède, hop, à l'URL, bon, au départ, voilà, il fallait une seconde de plus. Il m'a menti, il m'a dit déployer, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, ça a été assez rapide. Et si j'accède au endpoint, on a bien hello heure du dev. Ce qui est possible de faire, du coup, je vais vous montrer, c'est de pouvoir, en fait, changer, du coup, le nombre d'instances possibles. Donc 0 à 10. 0, c'est intéressant parce que ça nous permet de tuer toutes les instances s'il n'y a pas du tout d'utilisation. Ce qui fait que ça nous permet d'économiser, c'est un intérêt économique et écologique aussi. Donc, on peut aussi changer du coup la taille des instances et le nombre de requêtes concurrentes. Je vais sauvegarder pour vous montrer justement l'autoscaling, qui est un concept intéressant des clusters Kubernetes. Donc là, vous voyez, c'est en train de refaire un déploiement. Et donc, tant que le nouveau déploiement n'est pas prêt, l'ancien reste up en fait. Donc là, on est sur du canary deployment. Il y a un full rolling upgrade. Et ça ne sert en fait la nouvelle révision que quand c'est prêt. Donc, on rappelle que l'autoscaling, c'est des options que l'on trouve maintenant dans tous les PaaS, IaaS, etc., pour provisionner automatiquement des ressources en plus quand on a des charges en hausse et même en baisse, parce qu'on peut faire effectivement une dégradation ensuite des ressources. Donc ça, c'est très très utile, surtout si vous avez des pics que vous contrôlez mal. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, hop, on voit que la nouvelle instance est prête. Alors, je vais faire un petit clear. Et je vais utiliser l'outil Hey, du coup. C'est un petit outil qui permet de faire des requêtes concurrentes. D'accord. Je vais envoyer, par exemple, 1000 requêtes avec 100 requêtes concurrentes. Et il se trouve où, ce projet? Sur GitHub, c'est un projet open source, ouais. Et petite parenthèse aussi, si vous ne voulez pas l'installer, vous pouvez utiliser un Docker, un container Docker, pareil. Il est sur Docker Hub. Donc là, je lui passe du coup le endpoint qui vient d'être up via Code Engine. Et là, il va me faire les requêtes. Je vais le mettre sur le côté. On va voir si ça réagit ou pas du tout. Bon, là, il s'est déprévisionné parce qu'il n'y a pas eu du tout de requête. Alors, mince, ouais, ma fameuse connexion. Parce que d'habitude, ça réagit beaucoup plus vite. Voilà, ça a tout retourné. Et là, vous voyez, hop, il y a déjà pas mal d'instances. Et si je lance une deuxième fois, vous voyez, les 100 premières ont été un peu plus lentes. Donc c'est le temps en fait de justement, là on a un cold start, on est passé de 0 justement à un peu plus d'instances. Et donc les 100 premières ont été plus longues. Je pense que là si je relance,
Je pense que ça va être plus rapide. 75, bon, ok, ça a été un peu plus réparti, mais là, il y a déjà des instances up, en fait. Après, effectivement, je leur ai donné des tout petits sizing, donc peut-être que ça rame quand même un petit peu. Bah voilà. Donc c'est une app qui est pas, enfin qui est assez simple, mais du coup, ça montre toute la puissance du serverless. Moi, je bosse tous les jours sur un cluster Kubernetes, maintenant un petit peu plus sur OpenShift, mais c'est lourd quand même. C'est un investissement de justement de se dire on se lance sur Kubernetes. Ouais. Là, j'ai été vraiment impressionné du coup par le fait de pouvoir le lancer comme ça, et c'est la puissance de serverless. Oui, en fait, là, l'avantage, c'est que tu fais pas du tout de provisioning du cluster, tu t'occupes pas de la config. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ton approche en serverless qui fait toi ta place, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et ouais, j'ai été impressionné du coup par le couplage des deux technos, parce qu'en fait, justement, le serverless, si on a une instance, si on a un nombre d'instances à 0, à un moment où c'est pas du tout utilisé, bah, il y a un coût en fait quand on doit redémarrer ces instances qui s'appelle le cold start, comme je disais. Et ça, en fait, ce désavantage-là, il est pallié du coup par la puissance de Quarkus en fait. Le fait de démarrer super rapidement, ça nous permet de pallier à ce petit désavantage-là. En fait. Pour toi, le principal avantage, c'est quoi? C'est le gain de temps, c'est le gain de config, c'est tout ça à la fois? Effectivement, c'est tout ça à la fois. Là, effectivement, si on a besoin de faire un POC, là, je pense que c'est sûr, c'est une solution, c'est la solution de base, même pas réfléchir, on va pas installer un cluster Kubernetes pour faire un POC. Oui, bah, pour l'instant, du coup, l'application est très simple, donc le niveau de la config, elle est assez simple aussi. Je suppose que du coup, les avantages, du coup, on gagne beaucoup de temps sur tout ce qui est config, maintenance, etc. Peut-être qu'au niveau des configurations, on sera plus vite limité. Là, par exemple, j'ai pas l'impression que je peux faire beaucoup de choses par rapport au réseau. Là, on voit qu'on peut gérer le pourcentage de trafic, justement, vu que c'est un canary deployment, on peut choisir en fait la jauge qu'on veut mettre sur plusieurs révisions. Mais du coup, on n'a pas accès à toutes les couches basses, justement, si on a des configs plus complexes. Souvent, on a des clients qui ont des configs, des réseaux vraiment fermés. Et à ce moment-là, il y a des configs plus particulières à faire que peut-être que là, qui n'est pas compatible en fait. Alors, on sait aussi qu'aujourd'hui, une des problématiques, c'est comment on fait du monitoring un petit peu de tout ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut en faire? Alors oui, du coup, là, par rapport à Code Engine, en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est intégré donc, dans IBM Cloud. Et on a des solutions en fait toutes prêtes de logging et de monitoring. Donc logging, c'est du logDNA. Monitoring, c'est du sysdig. Et en fait, pareil, il y a un freeware et ça permet du coup d'avoir du logging, du monitoring jusqu'à un certain point. Je n'aurai pas le temps de faire la démo, mais du coup, c'est assez sympa. Donc si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez essayer. Vu que c'est gratuit, ça ne coûte pas grand-chose. Si vous voulez, donc ça, on le retrouve sur quoi? Sur le cloud IBM, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est intégré du coup aux autres services. Si vous voulez refaire la démo, du coup, vous pouvez chercher sur GitHub Quarkus to Code Engine. Et il y a aussi le lien, du coup, pour pouvoir s'inscrire gratuitement, en fait, sur IBM Cloud. Donc, il y a le petit lien qui est là pour ça. Super. Bah, Françoise, en tout cas, un grand merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Donc, on a vu pas mal de choses et ça complète bien un petit peu les précédentes émissions. Donc, si vous ne connaissez pas encore un petit peu tout ça, on vous conseille évidemment de le tester en POC et pas en prod tout de suite, évidemment. Françoise, un grand merci à toi en tout cas. Merci. Comme vous le savez, après une bonne session de live coding, on a la session de questions-réponses, le One More Thing. Donc Françoise, tu es toujours avec nous. Oui. Donc tu nous as parlé de pas mal de choses. Alors tu nous disais que Quarkus, c'était vraiment une claque pour toi. Oui, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est vraiment une claque? Comme je disais, en fait, du coup, j'ai fait un peu de J2E. Je trouvais que c'était vraiment un gros pachyderme. Chaque fois qu'on devait juste tester et juste reloader l'application, il fallait tout recompiler, relancer le serveur, aller sur le browser, etc. Et c'était super long, la boucle était super longue. Spring Boot, c'était déjà vraiment pas mal. Mais par contre, quand on lançait des tests, ça prenait plusieurs minutes. Alors que là, je sais pas si ça s'est vu, mais en tout cas, c'était plutôt l'ordre de la seconde plutôt que les minutes par rapport à Spring Boot, en fait. Donc, et là, par rapport au fait de pouvoir le déployer en serverless, c'était super rapide, c'était assez impressionnant, en fait. C'est ça la claque. Est-ce que tu aurais quelques petites astuces à donner à celles et ceux qui nous regardent?
Bah, effectivement, le serverless, c'est assez impressionnant puisque du coup, on a besoin de rien connaître pour pouvoir tout lancer. Après, je pense que c'est bien aussi de reprendre un peu les bases, quand même comprendre en fait les containers Docker, tout ce qui est Kubernetes, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de notions. Là, tout est caché parce que là, j'ai déployé en 2 secondes, il y a de l'autoscaling, etc. Mais en fait, toutes les couches basses en dessous sont vraiment intéressantes. Et là, je vais montrer 2 fonctionnalités super simples d'autoscaling et de self-healing. Du coup, mais c'est intéressant, je pense, de pousser un petit peu plus si ça vous intéresse. De regarder vraiment les couches un peu plus basses, quoi. Du coup, bah, en fait, là, si on pose du code, ça va être versionné. Ce qui est intéressant avec CodeEngine, c'est qu'on peut pousser en fait, directement des repos GitHub. En fait. Donc à ce moment-là, ça va être versionné et ça peut du coup se mettre à jour. Alors là, du coup, effectivement, j'ai tout buildé en lay test. D'un point de vue pratique, production, c'est moche. Donc oui, effectivement, le mieux, c'est de pouvoir faire des releases au fil de l'eau. Enfin, quand on est prêt, on se sent prêt, on publie des releases spécifiques en fait. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors pour clore cette heure du dev épisode 4, nous allons parler d'un petit projet. Alors avec un peu de chance, vous savez de quoi je vais parler. Donc c'est le projet GitHub Copilot qui a été présenté durant l'été. Et beaucoup de médias ont déjà prédit la mort du développeur. On va générer nos applications, nos codes effectivement automatiquement selon le contexte grâce à de l'intelligence artificielle. Alors non, je vous rassure, le développeur n'est pas mort, vous n'êtes pas mort et le code non plus. Non, en fait, Copilot, effectivement, ne va pas tuer le développeur, en tout cas pas tout de suite, a priori. Voyez ça vraiment comme une sorte de grande autocomplétion d'IntelliSense. En fait, c'est vraiment une aide proactive, effectivement. On va vous suggérer du code, des lignes du code selon le contexte, grâce effectivement à du machine learning qui va ingurgiter en fait les millions de lignes de code qui sont déposées sur les repositories de GitHub. Mais ne voyez pas ça comme effectivement un robot à code, hein. Voyez ça vraiment comme, encore une fois, de l'autocomplétion. C'est une aide proactive pour le développeur. Mais, encore une fois, notre métier reste largement d'actualité et c'est tant mieux comme ça. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Un grand merci de nous avoir écoutés durant cette heure du dev et je vous donne rendez-vous à l'épisode 5. N'oubliez pas, pour tester les services d'IBM Cloud, vous pouvez trouver l'adresse directement dans la description de l'émission. Vous verrez des dizaines et dizaines de services en ligne. N'hésitez pas à les tester, à créer vos POC. On dit toujours qu'essayer, c'est l'adopter.